Je vais inviter tout de suite José Luis Wolfs, qui est à l'ULB, au Centre de recherche en sciences de l'éducation, et qui va nous parler au fond d'un sujet très proche. Et donc, à vous, José Luis, ou oui, José Luis, à vous la parole. Merci beaucoup et merci pour cette invitation. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, donc comme Sivan, que je salue au passage, bien entendu, je vais également traiter des tensions possibles dans l'enseignement en matière culturelle et ou de religion en me basant sur des témoignages d'enseignants et d'enseignantes. Donc, quelques mots d'abord sur le contexte et le but de la communication, aussi sur le cadre théorique, les objectifs du sondage, la méthode. Je vais surtout développer les résultats et proposer quelques éléments de discussion en conclusion. Donc, le contexte et le but de la communication est le suivant, c'est de présenter et d'analyser quelques témoignages d'enseignants, enseignantes et futurs enseignants à propos des tensions possibles, soit réellement vécues ou anticipées, s'ils n'ont pas encore eu l'occasion d'en vivre, en matière de diversité culturelle et de religion. D'une part, bien entendu, en écho à l'assassinat de Samuel Paty, c'est ce qui nous réunit globalement aujourd'hui, et sur base d'un sondage réalisé à Bruxelles en 2016, donc également dans un contexte post-attentat, puisqu'il y avait eu Paris en 2015 et Bruxelles en 2016, donc sondage réalisé auprès de 255 enseignants, et en référence à la notion de neutralité, puisque c'est le cadre légal en Belgique francophone. Et donc, ces données avaient été utilisées jusqu'à présent uniquement à des fins internes de formation. Et donc, c'est la première fois que je les utilise dans un débat public. Alors, le cadre théorique, je serai très bref vu le temps imparti, mais donc il y a d'abord l'aspect légal, et donc comme il a déjà été question aujourd'hui, tout le volet international, les droits humains, Convention européenne des droits de l'homme, les publications du Conseil de l'Europe qui traitent de ces questions, puis la législation plus spécifique à la Belgique francophone avec 2 décrets repris dans le Code de l'enseignement, les sources scientifiques, elles sont très nombreuses en ce qui concerne les thèmes de diversité culturelle, de diversité de conviction, d'inclusion, citoyenneté, je dirais c'est le champ de préoccupation principal du RIET, et aussi des sources relatives plus spécifiquement à la notion de neutralité en allant chercher parfois très loin. Donc, par exemple, Kelly est un auteur américain, dans un article déjà ancien, développe plusieurs postures possibles pour un enseignant en situation de traiter de thèmes controversés. Et puis alors, bien entendu, il y a de nombreuses enquêtes de terrain, par exemple Nadia Gertz en Belgique francophone qui recense quelques thèmes comme le voile, la question des calendriers, des fêtes, des cantines scolaires, les sorties, le sexisme. Benoît Urgely en France qui a réalisé une enquête sur les attitudes possibles pour un enseignant, une enseignante face à des questions controversées en sciences, notamment la théorie de l'évolution. Il y a également l'enquête Redisco, religion, discrimination et racisme en milieu scolaire, coordonnée par Françoise Lobzom et Sébastien Urbanski, qui traite de la question en France, mais aussi dans d'autres pays, notamment le Brésil et dans une certaine mesure au Québec et en Suisse, notamment par rapport aux théories de la justification de Boltanski et Thévenot. Donc, les enseignants peuvent être pris entre une logique à la fois civique d'une part et domestique, donc un peu familiale, et doivent négocier un peu entre les deux par rapport à la notion de laïcité, aux pratiques prudentielles, aux notions de compromis opératoire, ainsi de suite. Et donc, en ce qui me concerne plus précisément, donc, les objectifs du sondage réalisé à Bruxelles, c'était d'une part inventorier les thèmes que les étudiants agrégés, dont certains sont déjà des enseignants en fonction, d'autres ne le sont pas encore, mentionnent pour évoquer des problèmes de neutralité sur base soit de leur expérience professionnelle, de leur expérience de stage ou de leur vécu scolaire, avec bien entendu un focus particulier sur les tensions liées à la diversité culturelle ou de religion. Et un deuxième objectif, c'est d'analyser les stratégies ou les principes qu'il et elle mobilisent pour faire face aux problèmes évoqués.
Donc, la méthode, eh bien, le public était constitué de 255 étudiants agrégés à l'Université libre de Bruxelles. Donc, il s'agit d'un échantillon tout à fait occasionnel. Donc, je précise, étudiants de toute discipline, toute faculté. Le recueil de l'information s'est fait par le biais d'une question posée. C'était une seule et unique question. C'est pour ça que je considère qu'il s'agit d'un rapide sondage et non d'une enquête à proprement parler. La question était la suivante. Citez un exemple de situation relatif à l'enseignement de votre discipline ou plus généralement à la vie scolaire où pourrait se poser un problème de neutralité. Veuillez expliquer précisément en quoi consiste ou pourrait consister ce problème et comment faire pour le résoudre ou y remédier. Et donc, les problèmes cités ont été classés en 3 grandes catégories, ceux relatifs à l'enseignement de certaines matières sensibles, parce qu'ils suscitent des réactions vives de la part d'élèves, les problèmes relatifs aux postures ou au comportement de l'enseignant, et ceux relatifs à la vie sociale ou au comportement des élèves de manière beaucoup plus large. 244 copies étaient exploitables au total, et donc nous avons un corpus de 130 cas vécus et 136 cas imaginés ou anticipés. Alors, je vais passer très brièvement sur ces thèmes parce qu'ils rejoignent très largement ce que Sivan vient d'exposer. Donc, les thèmes relatifs aux matières, qui représentent 57% du total comme thème vécu, eh bien, il y a toute une série de thèmes relatifs à la bioéthique et aux orientations sexuelles, l'avortement, contraception, suicide, euthanasie, mort, homophobie, mariage pour tous, éducation sexuelle, par rapport à l'histoire, l'antisémitisme, la Shoah, le négationnisme, le colonialisme, les réactions face à certaines œuvres d'art, par exemple la nudité en art, en sciences, on a les refus, les réticences par rapport à certaines théories, mais aussi des confusions entre sciences et religion, notamment des conceptions de type concordiste consistant à croire que le Coran contient déjà tout, aussi bien en données scientifiques qu'en normes morales, les questions de conscience animale, d'abattage rituel, le climato-scepticisme, le débat sur des thèmes sensibles en français, en philosophie. Juste un cas, par exemple, une enseignante qui avait fait lire un texte sur le fanatisme, donc dans le traité de la tolérance de Voltaire, et puis une élève qui devient blême en disant c'est tout à fait le portrait de ma mère. Mais voilà, comment réagir face à ce genre de situation. Alors les cas relatifs aux attentats, aux caricatures, aux blasphèmes, ainsi de suite. Alors les cas relatifs cette fois-ci aux postures de l'enseignant, donc pas aux réactions des élèves, aux postures de l'enseignant, mais c'est notamment sur le plan politique, évoquer ses convictions personnelles, mais souvent c'est à la demande des élèves. Monsieur, madame, pour qui voteriez-vous? Comment l'enseignant doit-il réagir dans ces cas-là? Le conflit israélo-palestinien, bien entendu, les débats autour de personnages clivants comme Erdogan ou Trump. En religion, même chose, quand l'enseignant est interpellé pour évoquer ses convictions personnelles, la question du port de signes convictionnels par le personnel éducatif, d'autres cas, des professeurs qui seraient racistes, la discrimination, des jugements sur des journaux. Il arrive, par exemple, un enseignant qui porte des jugements de valeur, qui dénigre un journal populaire, mais il se fait que dans la classe, il y a une élève dont le papa est un lecteur assidu de ce journal, et donc, évidemment, l'élève est blessé par ce type de situation. Des cas relatifs à la vie sociale, les pratiques religieuses, le ramadan, les ports de signes convictionnels, cette fois-ci pour les élèves, les sorties scolaires, les assignations identitaires, et alors tout ce qui a trait au sexisme ou au racisme. Alors, quelques tendances générales, et puis je procéderai à quelques études de cas plus approfondies, mais donc, en termes de tendances générales, un premier constat, c'est l'intersectionnalité de nombreux cas. Par exemple, le conflit israélo-palestinien ou le cas de M. Erdogan, je les ai mis dans la catégorie politique, mais il est clair que ces cas comportent aussi une dimension religieuse, culturelle, identitaire, et donc sont très complexes. Un deuxième constat, c'est qu'il est important de préciser que tous les cas évoqués ne sont pas nécessairement connotés négativement. Donc, il y a des situations a priori difficiles qui ont pu trouver une issue jugée favorable par l'étudiant agrégé qui a fourni le témoignage.
Un troisième constat, c'est qu'il existe un décalage entre les cas réellement vécus et ceux imaginés ou anticipés. Autrement dit, il y a 54% des cas imaginés concernent le port du voile par les enseignants, le personnel éducatif, le rejet total ou partiel de la théorie de l'évolution et les débats à propos des caricatures ainsi qu'à propos de la liberté d'expression. Par contre, les mêmes situations, mais cette fois-ci réellement vécues, ne représentent que 20% des cas. Alors, on peut s'interroger sur les raisons de ce décalage. Éventuellement, les thèmes comme la question du voile, la théorie de l'évolution, les caricatures ont peut-être été des thèmes plus médiatisés. Donc, c'est à eux que pensent spontanément des étudiants agrégés qui n'ont pas encore rencontré de cas réellement vécus. Par contre, pour ceux qui en ont rencontré, ces cas présentent une beaucoup plus grande variété. Quatrième constat, parmi les 130 cas vécus posant un problème en matière de neutralité, au moins 105, soit 80%, concernent des questions liées à la diversité culturelle et ou de religion. Ces deux dimensions étant d'ailleurs fortement liées. Les autres cas peuvent éventuellement indirectement toucher aussi à la dimension religieuse ou culturelle. Et puis, on a quelques rares cas qui ne concernent pas du tout cette dimension, donc par exemple le climato-scepticisme d'un élève. Une limite aussi à la recherche, c'est que les cas qui ont été évoqués l'ont été par rapport à la problématique générale de la neutralité. Donc, il est possible que d'autres situations relatives à la diversité culturelle et ou de religion n'aient pas été évoquées si l'étudiant agrégé ne percevait pas de lien direct avec le thème de la neutralité. Donc, par exemple, j'étais assez surpris qu'il y ait très peu de cas à propos de situations de racisme entre élèves. Et donc, peut-être que, voilà, les étudiants ont cru que ça ne rentrait pas tout à fait dans la thématique, alors que ça pourrait y rentrer. Alors, un cinquième constat, cette fois-ci en ce qui concerne les stratégies ou les principes mobilisés par les étudiants agrégés pour faire face à ces problèmes. Eh bien, généralement, il y a une phase d'écoute de l'expression des élèves, mais pas toujours. Une incitation très souvent à prendre du recul par rapport au problème, donc par une démarche rationnelle. Beaucoup d'enseignants, futurs enseignants, insistent sur l'importance de distinguer les faits des jugements, opinions, émotions que l'on peut avoir à propos de ces faits. Une mobilisation très fréquente de la démarche scientifique, historique, pour mieux comprendre une situation. Une incitation à prendre en compte d'autres points de vue, à élargir les perspectives. Une référence très souvent aux droits humains, c'est le cadre normatif le plus souvent cité, et où à des valeurs comme démocratie, pluralisme, tolérance, distinction des registres, par exemple sciences, croyances religieuses, vie publique, vie privée, normes de l'État, normes religieuses, ainsi de suite. Parfois aussi l'expression de tension entre une éthique de la conviction, ce qu'il faudrait idéalement faire, une éthique de la responsabilité, ce que l'on peut raisonnablement dans le contexte avec ce type de public, ses contraintes de temps et de matière. Aussi une réflexion sur la posture de l'enseignant en termes de neutralité, mettant en tension éventuellement différentes conceptions de la neutralité, des ambiguïtés au sein des décrets, et on peut remarquer peu de tentatives d'analyse plus sociologique des problèmes rencontrés, mais ce n'était pas non plus explicitement demandé par la consigne, donc très peu d'étudiants parlent de toutes les inégalités socio-économiques, des facteurs structurels ou systémiques de discrimination, bien de besoins de reconnaissance de certaines minorités. Ces aspects-là sont très peu évoqués. Certains, cependant, en termes d'analyse plus sociologique, tentent des comparaisons avec d'autres pays, notamment la France. Quelle serait la différence entre la neutralité à la belge ou la laïcité à la française, ou la manière de gérer les questions en Grande-Bretagne dans une société multiculturelle et plus basée sur les communautés. Voilà, alors maintenant, je vais procéder rapidement à une présentation de quelques cas pour donner un aperçu plus concret de la variété des situations d'une part et de la variété des réactions des enseignants d'autre part. Donc, quelques cas relatifs aux aspects bioéthiques et aux orientations sexuelles.
Donc, une enseignante nous dit: j'enseigne depuis 3 ans dans une école secondaire à forte majorité musulmane. Cette année, nous, professeurs, avons été confrontés au cas d'une élève de confession musulmane qui s'est découverte une attirance pour les femmes. Cela va sans dire que quand la nouvelle, entre guillemets, s'est répandue, le quotidien de cette élève est devenu très compliqué. En plus de brimades et invectives de ses camarades, s'est rajouté le rejet de cette élève par sa famille. Et donc voilà, la réponse que suggère l'étudiant, c'est d'une part une approche scientifique, un exposé à tous les élèves montrant le caractère universel de l'homosexualité en insistant sur le fait que ce n'est pas une maladie et le fait de faire référence aux droits humains et de souligner le principe d'égalité et donc l'absence de discrimination, quelles que soient les orientations sexuelles. Un deuxième cas qui est très semblable, il s'agit aussi d'une question d'orientation sexuelle, mais la réponse apportée par l'école était très différente. Elle était beaucoup plus collective. Donc, l'école a invité une association LGBT pour sensibiliser les élèves à la question. Ils sont allés ensuite voir une pièce de théâtre sur le sujet, et puis après, il y a eu un débat avec les intervenants. Mais ce type de réaction est plutôt rare. Généralement, les enseignants essayent de traiter la question individuellement et dans leur classe alors que en parlant avec leurs collègues, ils s'apercevraient très vite que d'autres collègues sont confrontés aux mêmes situations et que des réponses collectives mériteraient très certainement d'être envisagées, et réponses collectives aussi en lien avec la société civile et certaines associations qui peuvent rendre des services. Un autre cas, j'ai pu observer durant mes stages des réactions très vives sur le sujet hautement polémique de l'avortement. Les élèves témoins de Jéhovah avaient une vision très ancrée, très sacrée et condamnaient les dispositions en Belgique. Je précise, dit la personne qui témoigne, que les élèves en question étaient toutes des filles. Et donc, ce que l'enseignant propose, c'est d'une part une explication scientifique et historique de la question de l'avortement, et notamment expliquant les raisons de cette loi de dépénalisation de l'avortement, et souligne, même si elle ne cite pas explicitement les droits humains, mais souligne l'importance de la liberté de conscience pour les femmes concernées. Autre cas, un étudiant mentionne l'intervention en classe d'une jeune fille musulmane qui se prononce contre l'avortement, condamnant au passage les femmes qui le pratiqueraient sous prétexte que sa religion considère la vie comme sacrée. Et donc, dans sa réponse, l'étudiant insiste sur la tension entre deux exigences des décrets. D'une part, il se doit de garantir la liberté d'expression de l'élève, même si l'élève exprime des opinions qui peuvent paraître choquantes, mais d'autre part, comme le dit l'étudiant, j'ai mis entre guillemets, il faut contenir le prosélytisme de l'élève, et le décret demande explicitement aux enseignants de veiller à ce que sous son autorité ne se développe ni le prosélytisme religieux ou philosophique, ni le militantisme organisé par ou pour les élèves. Donc, où mettre exactement la frontière entre les deux, entre d'une part garantir la liberté d'expression des élèves, mais d'autre part éviter que ne se développe le prosélytisme. Alors, autre série de cas, ce sont des cas relatifs à des images qui peuvent être choquantes pour les élèves. Par exemple, un cas relatif à une leçon en histoire à propos d'une affiche utilisée par la propagande coloniale belge entre 1945 et 1960 dans une classe multiculturelle avec des élèves issus de l'immigration. Donc, cette leçon peut heurter en raison du statut du noir considéré comme inférieur à l'époque. De plus, avec des élèves de confession musulmane, ce sujet peut toucher les élèves à propos de l'esclavagisme organisé par les Arabes au Congo. Donc, il faut savoir que dans les affiches de propagande coloniale belge, on voit souvent en arrière-plan un Arabe qui fouette un Noir, et donc l'idée que la colonisation a permis de libérer le Congo de l'esclavagisation, c'était une thématique récurrente dans la propagande coloniale. Et donc, l'idée
ici que propose l'enseignant, c'est de contextualiser les sources, de faire une critique, à la fois distinguer le message, les émotions que pouvait susciter ce message à l'époque de coloniale, les émotions qu'il peut susciter chez nous, à notre époque, confronter différents points de vue. Et l'étudiant fait référence au décret neutralité en disant que l'enseignant ne s'interdit aucun champ du savoir, même si ce sont des questions sensibles. Et c'est un cas ici qui a été apparemment traité à la satisfaction générale selon le témoignage de l'étudiant. Autre cas, dans un cours d'histoire du Moyen-Âge, l'enseignante montre des représentations du jugement dernier et parmi les damnés, on peut remarquer un personnage en turbané qui peut être Mahomet. Donc, ce n'est pas le seul cas. Il y en a un en Italie, il y en a un à l'île de Crète, ainsi de suite. Et donc, voilà, l'étudiant propose de situer le contexte historique et analyse cette œuvre, disons, comme étant une œuvre de propagande du clergé catholique qui condamne toutes les autres religions. Le cas 3, une étudiante agrégée en communication doit aborder la liberté de la presse suite à l'attentat contre Charlie Hebdo et elle se demande si aborder ce thème d'actualité en présentant des caricatures respecterait le principe de neutralité. Les élèves musulmans pourraient se sentir blessés dans leurs croyances, mais d'autre part, le professeur a pour mission de faire d'eux des citoyens capables de penser de façon critique et indépendante. Et donc, elle met en tension plusieurs injonctions des décrets. Le décret dit d'une part ne pas froisser les opinions et sentiments des élèves, mais d'autre part, il demande aussi d'enseigner de manière objective, critique et pluraliste, même si éventuellement cela peut aller à l'encontre d'idées de départ des élèves. Alors ici, elle tente de faire référence, parce que nous avions vu ça au cours, à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui demande, en particulier pour les personnes qui ont un statut d'autorité, d'éviter des expressions qui sont gratuitement offensantes pour autrui et constituent donc une atteinte à ses droits et qui, dès lors, ne contribuent à aucune forme de débat public capable de favoriser le progrès dans les affaires du genre humain. Donc, tout dépend du contexte et de la manière dont ces caricatures seraient présentées. Si le but est de proposer une réflexion sur le rôle de la liberté de la presse, l'importance des caricatures en montrant par exemple qu'au XIXe siècle, certaines étaient beaucoup plus féroces qu'elles ne peuvent l'être aujourd'hui et en quoi ça peut favoriser un débat public capable de favoriser le progrès dans les affaires du genre humain. Alors oui, il y a des arguments. Par contre, si ça paraît gratuitement offensant, la réponse serait plutôt négative. Donc, il faut mettre un peu... voilà, la réponse est nuancée et elle met en balance les différents arguments. Notons qu'on pourrait faire un lien par rapport au cas précédent. On pourrait se dire, tiens, quelle est la représentation du prophète en Occident au cours du temps et voir quels sont les éléments non, pardon, je me trompe, des éléments de continuité, discontinuité entre représenter Mahomet dans le groupe des damnés au Moyen-Âge et le représenter au XXIe siècle sous la forme qu'on connaît. Voilà, donc il y aura en tout cas possibilité de construire des débats publics capables de favoriser le progrès dans des affaires du genre humain, pour reprendre l'expression de la Cour européenne. Alors, une autre série de cas concerne des conflits politiques avec des enjeux religieux identitaires. Dans la classe, lors de mes stages d'observation, se trouvait une forte proportion d'élèves d'origine turque. Un débat si houleux a alors émergé entre le professeur et les élèves à propos de M. Erdogan. Les élèves défendaient le président turc et le professeur était contre celui-ci. La discussion était stérile et les deux camps campaient sur leur position. Malheureusement, je trouve que dans cette situation, le professeur n'a pas du tout mis en application le principe de neutralité et de plus, il utilisait l'argument d'autorité. Donc, ce que suggère l'étudiant, écouter les élèves, il note manifestement fort influencé par les médias turcs, exposer les faits, les violations des droits de l'homme, et puis une position plutôt d'impartialité engagée. Si l'enseignant est amené à faire transparaître sa vision, préciser que c'est sa vision propre.
Autre cas, je donne un cours de géographie d'approche scientifique. Le seul heure que j'ai connu à l'école, je ne cite pas le nom, est le suivant. Engagé depuis une demi-heure, la directrice me présente le programme de cours. Ici, on ne parle pas du conflit israélo-palestinien. Trop de juifs ou d'origine juive dans l'établissement. Cela pourrait être mal perçu. Parole non neutre, voire dogmatique de la direction. J'ai compris à ce moment-là que je ne resterai pas prof dans cet établissement. Je m'inclinerai cependant pendant un an. Alors, l'étudiant ici oppose l'idée de neutralité exclusive, ou ne pas aborder les thèmes sensibles, à l'idée de neutralité positive, ne s'interdire aucun champ du savoir. Alors, le cas suivant concerne aussi le conflit israélo-palestinien, mais ici, ce cas a connu une issue heureuse. Donc, le thème du conflit israélo-palestinien avait été choisi à l'unanimité par les élèves à majorité musulmane. Afin d'éviter tout débordement, j'ai établi dès le début de cette séquence une démarche d'analyse la plus objective possible en insistant sur les dimensions territoriales historiques du conflit pour amener les élèves à envisager celui-ci sous un autre angle que simplement religieux. Je suppose qu'il a abordé aussi la question du droit international. Les cas où les élèves veulent connaître les opinions religieuses ou politiques du professeur, et voyez les réponses très nuancées, complexes que les enseignants font. Dans ma pratique professionnelle, dans un quartier de Bruxelles à très forte majorité turque et globalement musulmane, j'ai été confronté à deux types de problèmes liés à la neutralité. Dans le premier cas, mes élèves m'ont souvent demandé si je croyais en Dieu, si je mangeais du porc une seule fois et de manière générale si j'avais une religion. Ceci a engagé mon devoir de neutralité. Perplexe, puisque j'ai dû faire en sorte d'éviter de répondre tout en apportant quand même une réponse sur la question de la tolérance, du questionnement de la foi, de la séparation des registres, ou encore sur les multiples sources possibles de la morale. Donc ici, l'enseignant ne répond pas directement à la question, mais tente quand même de rencontrer l'inquiétude, la préoccupation de l'élève, mais on est là. Autre cas, esquiver revient à couper l'occasion d'établir une relation pédagogique. Ma réponse consiste à dire que je suis philosophe et que la philosophie requiert un effort de la pensée, que la pensée comme un dialogue de l'âme avec elle-même. Ainsi, quand je m'intéresse à l'islam, je deviens un peu musulman. Quand je lis Saint-Augustin ou Duns Scotus, je deviens un peu chrétien. Quand je lis Lévinas ou Maïmonide, je deviens un peu juif, et ainsi de suite. Donc, pour ne pas être trop long, je passe directement à la discussion-conclusion. Donc, un constat important, c'est que plus de 80% des cas vécus cités comme posant des problèmes en matière de neutralité se réfèrent à des tensions possibles à la diversité culturelle et de religion, bien que la question ne portait pas explicitement sur ce thème-là, mais c'est ce thème-là qui est revenu très majoritairement. Une très grande diversité de situations est observée, puisque les thèmes les plus classiques, le voile, la théorie de l'évolution, les caricatures, ne représentent en effet que 20% du total. Ceci témoigne d'une forme de culturalisation des rapports sociaux, je dis parfois aux étudiants, avec si on avait fait l'enquête 30 ou 40 ans plus tôt, ce seraient des sujets totalement différents qui auraient été évoqués. Donc, pour les faire sourire un peu, mais je leur dis que quand j'étais ado, le problème de neutralité que j'ai rencontré comme élève, c'est le fait que un élève avait mis une affiche pour inviter à manifester contre un projet de l'OTAN d'installer des missiles européens contre le pacte de Varsovie, puisqu'on était dans le contexte de la guerre froide, et un professeur a retiré l'affiche en disant qu'on ne faisait pas de politique à l'école. Donc à l'époque, c'était ce thème-là, les rapports entre les blocs, la question gauche-droite, toutes les inégalités socio-économiques, ainsi de suite, qui auraient évidemment été citées majoritairement comme susceptibles de poser des problèmes de neutralité, beaucoup moins des questions de diversité culturelle et de religieuse. Ça amène à une analyse sociologique des raisons d'évolution.
Deuxième constat, c'est que les stratégies, les principes mobilisés par les étudiants agrégés pour faire face à ces problèmes visent le plus souvent à prendre du recul en se fondant principalement sur la science et la raison comme méthode et les droits humains et hautes valeurs associées comme cadre normatif. Pour caricaturer un peu, je dirais, voilà, les enseignants ou futurs enseignants espèrent, avec la science dans une main et les droits de l'homme dans l'autre, essayer de résoudre au maximum les problèmes. Alors, très peu d'étudiants agrégés proposent une analyse de type sociologique des difficultés rencontrées, ça je l'ai signalé, mais d'une part, ce n'était pas explicitement demandé dans la consigne, et puis d'autre part, ils n'ont pas non plus un cours qui porte spécifiquement sur ces aspects, même si différents cours, comme la formation à la neutralité que je donne, ou un cours sur les aspects socio-historiques, abordent quand même aussi ces aspects. Et enfin, le cadre légal qui est celui de la neutralité apparaît parfois flou, insuffisant, voire contradictoire. Donc, comme je l'ai signalé, où mettre la limite entre garantir la liberté d'expression des élèves et d'autre part éviter que ne se développe le prosélytisme. Comment concilier à la fois ne pas froisser les opinions et les sentiments et en même temps enseigner de manière objective, critique, pluraliste. Voilà. Bon, c'est un sujet très vaste, mais je vais m'arrêter ici et donc je suis à votre disposition pour toute question, discussion, commentaire. Merci pour votre attention.